Vous cherchez une batterie pour votre voiture ancienne? Un feu arrière pour votre voiture familiale? Ou des plaquettes de frein pour votre citadine? Quel que soit votre véhicule, trouvez la bonne pièce au bon prix sur ebay.fr. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 495 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver. On vient se glisser là au milieu de toutes les pastilles draft avec mon camarade de toujours, Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Ouais, Raphaël, c'est double émission pour les gens qui téléchargent aujourd'hui parce que les pastilles draft, il y en a tous les jours. Donc, nous, ils vont devoir nous écouter au milieu des pastilles draft, mais on est là parce qu'il y a aussi la free agency qui continue. Alors, ça s'est bien calmé, ça s'est bien ralenti. Donc, il est temps de faire un point, Raphaël. On va parler des Buccaneers qui ont changé de coach quand même depuis la dernière émission, les Dolphins qui ont un nouveau receveur. Et puis, il s'est passé quand même encore quelques autres petites choses. On l'a dit, on va faire un bilan en 2 temps. Les vainqueurs dans cette émission, on reviendra la semaine prochaine pour vous parler des perdants. Et puis ensuite, il y aura toute la couverture draft qui va continuer. N'oubliez pas, ça approche très vite. On enregistre là le lundi 4 au soir. La draft, c'est dans 3 semaines, 3 grosses semaines, 3 semaines et demie. Donc, ça va arriver très vite. Il y aura des mock drafts, il y aura des choses en direct et puis toutes les pastilles tous les jours. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. On salue évidemment nos camarades Victor, Greg, Jean-Michel. Je crois qu'Alex, Seb, Mehdi aussi participent à certaines pastilles. En tout cas, grosse couverture. Nous, on va rentrer dans le vif du sujet de la free agency. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. La Free Agency 2022 marquée par l'actualité du côté de Tampa. Tampa Bay n'avait plus de quarterback. Tampa Bay a un nouveau quarterback qui est son ancien quarterback. Ils avaient un coach, ils n'ont plus de coach. Tout change, rien ne change. C'est une très drôle d'intersaison du côté des Buccaneers. Raphaël, c'est une question un peu étrange. Est-ce que, même si la retraite de Tom Brady n'a duré que 40 jours, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les grands vainqueurs de l'intersaison rien que parce qu'il est revenu? Bah un peu quand même parce que il retrouve un quarterback légendaire qui l'an dernier ils vont pas au bout, mais on n'a pas senti que c'était particulièrement de sa faute pour le coup s'ils vont pas au bout. Enfin, on l'a pas senti avec plus de bras, en difficulté. Voilà, il fait peut-être, enfin il fait un match correct sur le dernier match. Il est mis sous pression par moment, mais bref, rien de catastrophique. Donc effectivement, à partir du moment où la pièce la plus importante du jeu, quand en plus c'est Tom Brady, elle revient, alors qu'ils pensaient le perdre, tu as du mal à dire qu'ils n'en sont pas vainqueurs, surtout que derrière, ça permet à tout un tas de free agents de revenir et de re-signer. Donc ça paraît être un combo, ouais, clairement. C'est ça. Je pense que c'est la compétitivité de Tom Brady. Le mec s'est dit, on ne peut pas gagner la free agency cette année. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir. Comme ça, on a l'air de perdant de free agency. Je reviens et on a l'air de gagnant de la free agency. Mais comme tu dis, c'est un truc en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a lui, 43 touchdowns, 6 interceptions l'an dernier, numéro 2 du vote pour le MVP. Bon, voilà, il est parti, il est revenu. Tu passes ils n'avaient pas de quarterback, ils étaient en reconstruction, ils sont prétendants au titre. Je pense que c'est aussi simple que ça. Oui, ils sont prétendants au titre dans une conférence en plus qui paraît peut-être pas si chargée que ça en gros favoris, j'ai envie de dire. On y reviendra sans doute dans les émissions d'avant-saison, mais il y a de la place quand même en NFC visuellement. Et puis, son retour, ça permet à plusieurs joueurs de la ligne offensive de revenir. Tu as quand même des coups comme Shaq Mason sur la ligne offensive, le garde, on en a parlé. Russell Gage et Breshad Perryman en receveur de plus qui viennent étoffer un groupe où il y a déjà Mike Evans et Chris Godwin. Sur le papier, c'est très fort.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est le premier temps, moi je disais, lui il revient, évidemment ils ont un franchise quarterback, donc ça change tout. Et le deuxième temps, c'est ce que tu disais au tout début, ça fait re-signer les mecs. Ils seraient partis a priori, ou en tout cas les Ryan Jensen, Chris Godwin, alors Godwin il était tagué, mais Carlton Davis, Leonard Fournette. Leonard Fournette, clairement, c'est le retournement. Et puis tu l'as dit, il y a cet échange pour Shaq Mason, dont on avait déjà parlé dans les bonnes affaires la dernière fois, qui a en plus un coup de maître pour garder une ligne offensive solide. Donc, pour moi, ils sont co-favoris de la NFC avec les Rams. Vous vous doutez qu'on ne va pas parler beaucoup des Packers dans cette émission et qu'ils pourraient revenir la semaine prochaine, par exemple. Donc, pour moi, ils sont co-favoris avec les Rams. Ils avaient perdu que de 3 points au final en playoff contre les Rams, même s'ils remontent un peu en fin de match. Donc, voilà, ils sont forcément énormes vainqueurs de l'intersaison rien que par ça. C'est ça. Parce qu'ils étaient, comme tu dis, ils étaient déjà très hauts et moi je suis pas loin de penser que l'effectif est amélioré après cette free agency parce qu'il y a plus de profondeur au poste de receveur, il y a un lineman offensif meilleur au poste de garde. Donc quand tu fais le bilan sur la free agency vraiment où ils peuvent encore derrière à la draft faire encore mieux, mais sur la free agency il me semble plus fort. La seule petite allez, si vraiment on veut mettre un bémol, ça serait bien que Gronkowski re-signe pour cette alchimie qu'il a avec Tom Brady. Si vraiment tu veux mettre la cerise sur le gâteau, mais l'effectif est meilleur. Ouais, il doit attendre un petit peu. Il attend qu'il n'y ait pas d'entraînement obligatoire ou truc comme ça. Tu vois, je sais pas, il y a un mini-camp obligatoire en juin, peut-être qu'il a envie de faire autre chose. Ça pourrait être un élément. Le vrai changement, du coup, du côté de Tampa, c'est le coach. Ça a été le plus récent, il y a quelques jours. Todd Bowles est le nouveau coach. Alors, un peu à la surprise générale quand même, parce que déjà, on avait été étonné par le timing de la retraite de Tom Brady et le timing de son retour encore plus. Là, le timing du départ de Bruce Arians, il est très étrange aussi. Todd Bowles est donc le nouveau coach parce que Bruce Arians dit « Maintenant que Tom Brady est revenu, je préfère laisser une situation idéale à Todd Bowles plutôt que si on avait été en reconstruction et que j'étais parti, on aurait fait des entretiens. » Alors, lui, il disait aussi s'il était parti juste au moment de la retraite de Brady. Parce que du coup, c'était reconstruction, ils auraient fait des entretiens d'embauche et Todd Bowles était son protégé, mais il n'aurait pas été sûr d'avoir le job. Donc là, il y a une sorte de coup de vis apparemment de dire, voilà, je le laisse quand je suis sûr de pouvoir laisser mon protégé. Est-ce qu'on croit à ça ou est-ce qu'on se dit quand même que Brady a eu un peu sa poule? Je ne sais pas trop. Je suis partagé entre les deux parce que d'un autre côté, je ne vois pas ce qui empêche le GM et le propriétaire de virer Todd Bowles à l'heure actuelle. Enfin, contractuellement, qu'est-ce qui empêcherait Bruce Arians dit je laisse la place à Todd Bowles, mais qu'est-ce qui les empêche de dire en fait non, nous on ne veut pas de Todd Bowles, donc on le met dehors. Donc je ne vois pas très bien en quoi ça permet vraiment à Todd Bowles d'avoir la place garantie. Donc du coup, c'est l'excuse bidon en plus que tu es en train de me dire. Non, je sais pas. Alors, je pense que de la part d'Arians, effectivement, je crois que lui, humainement, il a eu envie de faciliter sa succession avec Todd Bowles et que lui, il le fasse dans cette optique-là. Ça, je veux bien l'entendre. Maintenant, c'est par rapport au proprio. Pour moi, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose pour le proprio. S'il veut pas de Todd Bowles, s'il en veut pas, il le vire. Et peu importe que Arians lui ait dit, je te laisse la place, en fait. Donc, c'est sur le fait que ça garantisse la place à Todd Bowles, ça, j'y crois moins. Ça lui facilite peut-être, mais ça lui garantit pas. Alors après, la question de la brouille ou pas avec Tom Brady, je peux y croire. Je pense que Bruce Arians, c'est un mec qui est assez particulier dans son coaching. Je peux y croire que se faire en partie gueuler dessus par Bruce Arians, Tom Brady, ça lui fasse pas non plus un grand... Ouais, je veux bien croire qu'il y ait eu des échanges. Ok, si je reviens, est-ce que Bruce Arians y reste ou pas? Enfin, bon, je sais pas. J'exclus rien. Et puis, on est dans un sujet léger, donc on a le droit d'être un peu complotiste. Les timings sont quand même intrigants. Ah oui, les timings sont intrigants, clairement. Il va en Angleterre quand même rencontrer les proprios, puisque donc on rappelle à ceux qui n'avaient pas suivi, Tom Brady était à Manchester parce que la famille Glazer possède Manchester United. On voit des photos de lui avec Cristiano Ronaldo sur le terrain de foot. Et c'est le lendemain qu'il annonce son retour en NFL. Parce que visiblement, il a vu les proprios. En fait, il était venu en Angleterre pour voir les proprios. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus le nom du média, mais un média américain rapportait qu'en gros, Brady avait été mis au courant assez rapidement après son retour, quelques jours après que Arians allait partir. Est-ce qu'il a été mis au courant qu'en gros, sa requête avait été exécutée ou est-ce qu'il était allé à Manchester en disant si je reviens, ce serait bien que voilà. Bon, parce que en gros, en plus, Arians, il s'en va pas vraiment. C'est-à-dire qu'en plus, on lui donne une sorte de placard dans les bureaux en disant il a un titre. Bon, voilà, on sait pas trop ce qu'il va faire, mais il est consultant, il va prendre un gros salaire et puis il est là, quoi. Donc, ça sent un peu quand même
Bon, voilà. Pour être dans le concret, Todd Bowles, 26 victoires, 41 défaites en tant que coach. Il a été intérimaire, il a 1 ou 2 matchs avec Miami et il a surtout coaché avec les Jets pendant plusieurs années. Alors, évidemment, c'est pas le même effectif. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs. Mais sur le papier, en fait, moi, je trouve que c'est aussi un successeur logique. C'est-à-dire que c'était le coach de la défense quand ils ont été ils ont gagné le Super Bowl, ils ont été exceptionnels. Il coach la défense, Brady coach l'attaque, tout le monde est content, non? Oui, c'est à peu près ça. Si je dis pas de bêtises, l'attaque du coup va rester plus ou moins coachée par Byron Leftwich. Oui, en plus. Donc tu as la continuité offensive qu'il faut. Lui prend du galon. Non, moi le choix de l'interne pour le coup, parce que confirmé pour le coup par les proprios qui ont décidé de le confirmer, me semble tout à fait logique et Bowles a l'air de souder son vestiaire à chaque fois et les effectifs, parce que même chez les Jets, quand ça se passait pas mal, enfin quand ça s'est pas bien passé en termes de résultats, il n'y avait pas d'écho sur le fait que le vestiaire l'avait abandonné, il n'y avait pas d'écho de ce niveau-là, donc ça a l'air d'être un vrai leader, donc 100% pour le garder, oui. C'est sûr qu'en termes de caractère, il a l'air d'être un peu l'opposé de Bruce Arians. Il a l'air d'être moins je t'insulte pour te motiver. Voilà, il a l'air d'être beaucoup plus calme. Donc, c'est vrai que ça a l'air de coller. Et puis, comme tu dis, sur le papier, il y a Byron Leftwich, donc il y a une continuité offensive. Il y a Tom Brady, donc il y a une continuité offensive. Bowles fait du taf en défense. Je suis en train de regarder ses bilans. Mine de rien, à New York, il fait un 10-6 la première année. Donc il n'est pas ridicule. Et derrière, 5-11, 5-11, 4-12. C'est vrai que tu parlais du vestiaire. Je me rappelle que souvent, il le sauvait sur les fins de saison un petit peu, notamment l'avant-dernière. Je me demande s'il ne gagne pas quelques matchs en fin d'année alors qu'on le croit condamné. Et qu'on se disait justement que cette équipe jouait pas mal pour lui. L'année où ils font 10-6, c'est avec Ryan Fitzpatrick quand même aux commandes. C'était, mais il y avait quand même pas une sacrée équipe. Franchement, sur les réceptions, il y avait Brandon Marshall et Eric Decker quand même. Mais qui était un peu post-Broncos. Ouais, c'était pas les meilleures années. Mais c'était honnête. Bon, en tout cas, Tampa, grand vainqueur de l'intersaison avec une équipe qui est donc de retour dans la course au titre cette année. Du côté de l'AFC, pour l'autre énorme événement des dernières semaines, moi dans la FCS d'ailleurs, l'ancienne division de Tom Brady, Tyreek Hill arrive à Miami contre des choix du premier, du deuxième, du 4e tour 2022, du 4e, du 6e tour 2023 et 72,2 millions de dollars garantis au passage. C'est un énorme investissement pour un receveur, mine de rien. On a compris qu'ils ne veulent plus attendre. Si je comprends bien, Raphaël, on joue pour gagner maintenant. Ouais, on joue pour gagner maintenant, on joue pour donner les armes à Tua Tagovailoa maintenant. Parce qu'ils ont estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'armes et que ça ne l'aidait pas à se développer. C'est vrai que si on part du principe, on suppose que le nouveau coach de Miami va amener un peu de la philosophie de Kyle Shanahan, parce que c'est un ancien de la maison Shanahan, qui va amener un peu de cette philosophie et qui l'utilise d'une certaine manière à Tyreek Hill et son explosivité, un peu comme San Francisco pouvait utiliser Deebo Samuel. Ça peut donner des plays intéressants, ça peut permettre à Tagovailoa d'exploiter un peu plus son jeu. Donc pourquoi pas, en tout cas, oui, c'est comme tu dis, c'est un move pour être tout de suite compétitif. Alors, ils ont aussi signé Teron Armstead. Tu l'as dit, il y a McDaniel qui est un coach offensif. Il y a Jalen Waddle, Mike Gesicki. Donc, Tyreek Hill, c'est 1200 yards par saison ces 2 dernières années. J'adore tout ça. Tu sais pourquoi ? Il n'y a plus aucune excuse pour Tua Tagovailoa. 0. Je suis ravi. Pour moi, c'est les grands gagnants de la saison. Et nous aussi. Parce que, tu vois, moi, je fais partie de ceux qui avaient des doutes. Au moins, j'aurais totalement tort ou totalement raison à la fin de l'année. Mais au moins, après cette saison, on est fixé, on est d'accord. Oui, là, oui, s'il n'arrive pas à performer avec un coach beaucoup plus offensif, avec une ligne offensive renforcée, une escouade de receveurs renforcée globalement, même s'il y a toujours non, même pas en fait, il y a moins à redire parce que tu remplaces Devontae Parker par Tyreek Hill, le gain normalement est suffisamment... Hill, Waddle, Gesicki, ça fait une bonne base de travail. Oui, c'est une bonne base. Donc clairement, il n'a plus d'excuses, il ne va pas pouvoir se cacher comme on dit, donc ça va permettre de le jauger très vite, clairement. Il a 11 touchdowns en 10 matchs sur sa saison rookie, 16 touchdowns en 13 matchs sur sa deuxième saison. Ça fait 27 en 2 ans. S'il n'a pas 27 sur l'année à venir, pour moi, c'est un échec. Oui. Ouais, il doit lancer 30 touchdowns avec des mecs comme ça. Oui, clairement. Clairement, il doit passer un cap, ouais, c'est sûr.
Bon, on est d'accord. Mais alors, mine de rien, est-ce que c'est une des hypes de l'intersaison, Miami? Parce qu'ils sont vainqueurs offensifs. Clairement, voilà, là, leur mission, c'était d'entourer Tagovailoa. S'ils veulent voir ce qu'ils ont, ils le font. Il a un petit contrat, ils se permettent le contrat de Hill, etc., etc. Est-ce qu'ils sont une des hypes maintenant de la saison à venir? Ouais, oui, forcément, c'est une des hypes parce que tu as cet ajout d'un des receveurs les plus les plus explosifs de la ligue et qui vraiment, on l'a quand même vu à Kansas City, est capable sur une action de changer le cours d'un match grâce à ses appuis, tout ça. Donc ça les rend explosifs et ça les rend hype parce qu'ils ont l'air de participer à cette course à l'armement en AFC. Et du coup de se positionner dans les équipes qui doivent aller en play-off. Ils sont censés être nettement devant les Patriots, en tout cas. Oui, clairement. Parce que les Patriots étaient devant eux l'année dernière d'une victoire, on le rappelle, 10 victoires pour les Patriots, 9 pour les Dolphins. En théorie, ça ne doit pas être la même chose cette année. Et ça ne devait déjà pas être la même chose l'an dernier, en théorie. C'est vrai. Non, là, il faut aller en play-off et il faut titiller les Bills, j'ai envie de dire, dans la division, quoi. Après, une des questions de l'intersaison, mais ça on en reparlera plus longuement dans les pastilles d'avant-saison et après la draft parce que ça va se compléter. On l'a dit, très belle free agency offensive. Il faudra voir comment la défense quand même est foutue parce qu'ils ont perdu Brian Flores qui était un coach plutôt défensif, qui les a plutôt bien menés. Il n'y a pas un effectif quand même. Alors ils ont prolongé, ils ont donné un très gros contrat à Xavier Howard, mais c'est pas une défense qui domine les matchs. Non, c'est pas une défense qui domine les matchs, même s'ils ont eu des beaux. Ils ont fait des matchs corrects quand même. Je pense que c'est une défense qui est sur une phase en progrès globalement. Donc moi je pense que ça peut être une des escouades milieu de tableau correctes de la ligue. Donc en tout cas, c'est pas une défense qui me paraît rédhibitoire pour aller en play-off, par exemple. Disons que c'est ça, c'est que l'an dernier, elle était statistiquement pile au milieu. Ils étaient 16e sur les points encaissés. Avec un tel step-up en attaque, en théorie, tu vas chercher des matchs, quoi. Donc ce sera un des enjeux. En tout cas, sur le papier, c'est une très belle free agency. Et les Dolphins font partie des vainqueurs. Toujours en AFC, mais là, on passe à l'Ouest. Et il va y avoir beaucoup de choses à dire sur l'AFC Ouest, vous allez le voir. L'AFC Ouest toujours, l'AFC toujours, et receveur toujours, puisque là, on a Davante Adams qui arrive aux Raiders contre un choix du premier tour, un choix du second tour, ce qui était moins cher au final. Donc, choix du premier, choix du second pour les Packers, Davante Adams pour les Raiders. On reparlera évidemment, je pense encore une fois, je fais beaucoup de teasing, mais de l'impact sur Green Bay de tout ça dans une autre émission. 1553 yards non-touchdown à la réception pour Adams l'an dernier. Quel cadeau incroyable pour Derek Carr, Raphaël. Ouais, cadeau incroyable, un joueur capable de faire tous les tracés en plus. C'est pas un receveur par exemple très fort pour aller en vitesse et prendre et juste prendre la profondeur, on va dire. Davante Adams est capable de courir tous les tracés, d'être mis en extérieur dans le slot où tu veux, partir dans tous les sens. C'est un des meilleurs amis visiblement de Derek Carr en plus. Donc tu te fais une alchimie, tu te rajoutes un duo solide, costaud qui s'entend, qui a visiblement de l'alchimie. Donc sur le papier, tu l'ajoutes à deux autres cibles intéressantes que sont Waller, le tight end, et Renfro, le receveur. Clairement, là, Derek Carr, il a enfin son receveur numéro 1. Là aussi, plus d'excuses. Maintenant, il faut que son jeu aérien explose et passe encore un palier. Même si la ligne offensive pose un peu question, mais il doit passer ce cap. Moi, c'est ce que j'allais te dire. Il n'y a pas Armstead. Tagovailoa, par exemple, est plus gâté avec Armstead. Je vais continuer la comparaison parce que on a dit Hill, Weddle, Gesicki, Adams, Renfro, Weller, c'est un cran au-dessus. Moi, ça, tu me donnes tous les jours. Adams, Renfro, Weller. Oui, je préfère aussi. Ouais. Ah ouais, c'est costaud. Et c'est une équipe qui a joué les playoffs l'an dernier, mine de rien. On avait beaucoup sous-estimé parce qu'il y avait eu l'affaire Gruden. On avait dit qu'ils arrivaient un petit peu en boitant en playoffs, mais mine de rien, ils s'étaient quand même tenus. Ils avaient quand même été honorables. Alors, ils ont changé de coach dans l'intervalle, mais je veux dire, ils ne s'étaient pas désunis sur la fin de saison. Wow, tu rajoutes Davante Adams, une attaque qui tournait quand même, encore une fois, plutôt bien dans les temps forts de la saison. Ils ont eu des temps faibles, mais il y a eu beaucoup de péripéties. Moi, je suis plutôt enthousiaste là-dessus. Et encore une fois, pour filer la comparaison avec Miami, nouveau coach, ancien coordinateur offensif aussi, enfin coach esprit offensif. Pour le coup, en plus, McDaniels a de l'expérience de head coach. Alors, un désastre,
mais une expérience quand même, mine de rien. Ça peut arriver. Hein. Et c'est ça, c'était il y a maintenant plus de 10 ans, puisqu'il sélectionne Thibaut en 2010 à la draft, donc c'était il y a 12 ans. Donc voilà, c'était il y a une éternité. On peut quand même supposer qu'il a grandi, qu'il a appris. Voilà, on ne connaît pas l'humain, mais donc mine de rien, là aussi, moi je trouve il y a un truc qui est hyper intéressant. Je crois que je m'étais plus ou moins hypé sur les Raiders l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais là, je pourrais encore me hyper sur les Raiders. On n'y est pas encore. Je vais attendre la draft. Non. Mais il y a un petit truc. Comme tu dis, la ligne offensive, elle fait un petit peu peur. Mais ce Adams, Renfrow-Weller, Josh Jacobs, quand il est en forme, il a dû être beaucoup blessé cette année parce que cette baisse de régime était quand même un peu inquiétante. Mais voilà, il y a vraiment de quoi faire un truc hyper sympa. Bon, est-ce que tu peux adhérer à cette crainte que j'ai pas, mais je te la soumets? Oui, mais Adams sera peut-être pas aussi fort sans Aaron Rodgers. Non, je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Alors, qu'il fasse un peu moins de stats, peut-être. Que les stats diminuent un peu, ça, oui, pourquoi pas. Hein. Je peux y croire. Maintenant, je trouve que ses qualités de coureur de tracé comme ça font qu'il doit pouvoir réussir dans un peu n'importe quel système et que j'ai pas l'impression que c'était particulièrement le système offensif de Green Bay qui lui permettait outre mesure de briller en fait. Donc moi, je le vois bien comme un receveur capable de réussir partout. Donc je suis pas tellement inquiet. Par contre, si tu me permets, c'est clairement des gagnants parce qu'offensivement, il s'améliore. Mais malgré tout, pour que ce soit une super free agency, je trouve qu'il manque 1 ou 2 renforts défensifs. Un truc qui les fasse passer de gagnant à méga gagnant de la free agency, quoi. Tu vois, ça, en défense, je reste encore sur ma faim, personnellement. Plutôt que de mettre un contrat un peu imposant à Chandler Jones pour remplacer Yannick Ngakoue, que je trouve un poil neutre. Alors, Jones, c'est peut-être un peu plus régulier. J'ai souvent dit qu'il était sous-coté, mais je ne sais pas si c'était essentiel de remplacer Ngakoue par Jones, surtout quand tu donnes Rossing Max Crosby et que la ligne est plutôt honnête au niveau du pass rush. Je suis plutôt de ton avis. C'est derrière qu'il aurait fallu renforcer. Ouais, surtout qu'Ngakoue avait pas particulièrement raté sa partie de saison à Auckland. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des bons moments de duo avec Max Crosby. Donc je suis pareil, je suis pas sûr que c'était le premier move que j'aurais fait sur remplacement. Comme tu dis, je serais parti sur le backfield défensif. Alors ils ont tenté des paris dans le backfield défensif en faisant venir Rock Ya-Sin, l'ancien cornerback d'Indianapolis, et Anthony Averett qui était de mémoire chez les Ravens. Ils tentent des paris dans le backfield défensif. C'est des paris d'une saison, donc de toute façon c'est des paris, tu risques pas grand chose. Si ça paye, tant mieux, mais du coup c'est pas de la construction très longue. Enfin, c'est pas de la. Je sais pas si tu peux te projeter sur les 2 prochaines années avec, quoi. Et il va falloir encore une fois bien drafter, mais j'ai l'impression qu'on dit beaucoup ça sur les Raiders. Je me permets de te reprendre, tu as dit Auckland, ils sont à Vegas, évidemment, pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi les 50. J'arriverai jamais, je pense. Hein, mais non, mais je dis ça encore une fois. Donc, ce que je disais, oui, il faut qu'il drafte bien, notamment en défense, notamment des defensive backs. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps et j'ai l'impression qu'il draft énormément de defensive backs très haut depuis quelques années, parce que j'ai Gareon Conley en tête, Trevon Morig l'année dernière. Ça paye pas forcément. Voilà, Morig, c'était au 2e tour. Damon Arnett, cornerback au 1er tour en 2020. Jonathan Abrams, safety au 1er tour en 2019. Il y a beaucoup de cornerbacks. Gareon Conley, 1er tour en 2017. Obi Melifonwu, safety au 2e tour en 2017. C'est pas des grands succès. Carl Joseph, safety au 1er tour en 2016. Je ne sais pas combien de safety ils ont drafté sur les 2 premiers tours ces dernières années, mais c'est hallucinant. Et en effet, on cherche toujours un peu la solidité en couverture aérienne. Donc, c'est vraiment Ce sont les Patriots, c'est l'équivalent. C'est exactement ce que je pensais. C'est les safety et les cornerbacks sont aux Raiders, que les Patriots, les receveurs sont aux Patriots, C'est ça. Au niveau de la draft. Vous avez entendu parler d'Hunter Renfrow, un petit jingle avec Hunter Renfrow, et on se retrouve pour la suite. Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hunter Renfrow aussi, il est encore à Auckland, mais c'est parce qu'on a fait le son à l'époque où ils étaient à Auckland. Et d'ailleurs, on devrait peut-être retrouver les joueurs. Tu as vu, la NFL réouvre les vestiaires cette année. C'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. On devrait peut-être les retrouver à Londres et à Munich. À Munich, on aura Tom Brady, du coup. Ouais.
Bah, oui, Tom Brady. Ouais, on clairement. récupère Tom Brady. Attends, j'ai un trou. L'affiche de Munich, elle est déjà connue ou pas? Parce que celle de Londres, on les connaît pas. On a juste l'équipe qui reçoit. J'ai un doute, pareil. C'est pas un. Non, c'est ça. C'est juste Buccaneers pour l'instant. Je cherchais. Il y avait une rumeur Chiefs à un moment, mais je sais Oui, pas voilà. pourquoi. En fait, j'étais en train de me demander pourquoi je pensais aux Chiefs. Je sais plus, ouais. C'est pas pas encore... là, si t'as un Mahomes versus Brady en Allemagne, c'est royal. Hein. Ah là, ouais, là, Là, les places va y avoir du combat, là, parce que. Ça va être en effet sympa. Ouais, un remake de Super Bowl en plus. Donc, ouais. Il n'y a pas eu d'aussi belles affiches. J'ai pas souvenir d'aussi belles affiches à Londres. Non. Ah, s'il y a un Mahomes Brady, clairement, il n'y a jamais eu ça à Londres. Parmi les plus belles, je me rappelle qu'il y a eu un Chargers Saints dans les tout débuts en 2009, je crois, où c'était Rivers contre Breeze, qui était plutôt honnête. Mais sinon, c'est vraiment des très très belles affiches. On repart à la Free Agency après cette petite digression et on reste dans l'AFC West. Il faut revenir là-dessus, c'est un événement assez ancien. Alors, on ne va pas s'éterniser sur celui-là. C'était un des premiers gros séismes dans l'intersaison. On a fait une émission spéciale dessus, mais on peut pas ne pas mettre les Broncos dans les gagnants de la Free Agency, même si c'est un échange d'ailleurs, vu maintenant on inclut les échanges. Hein. C'est un mercato maintenant. Tu crois qu'il faut qu'on crée un site NFL Mercato, avec des articles tous les jours, genre Brady, une décision forte sur son avenir. Bim, du clic. Donc, Russell Wilson est aux Broncos. Raphaël, je disais que Tua Tagovailoa n'a plus d'excuses à Miami. Est-ce qu'à Denver, c'est l'inverse? C'est-à-dire que c'est toute l'équipe qui n'a plus d'excuses maintenant qu'elle a un quarterback? Bah, en tout cas, elle en a beaucoup moins d'excuses et le coaching staff en aura également moins. Parce que déjà Denver l'an dernier était aux portes des playoffs et on avait le sentiment qu'avec un quarterback d'un calibre supérieur à Drew Lock, les playoffs étaient atteignables. Là, a priori, sauf si Seattle l'a pas dit et vend un Russell Wilson cassé et le cash, mais bon, pas l'impression que ce soit le cas non plus. Donc clairement, vu la dimension que tu prends au poste de quarterback, je vois pas comment Denver peut faire moins bien. Et même, ils sont dans l'obligation de faire mieux, et d'aller en playoff. Tout autre résultat que... Je pense que Denver, vu ce qu'ils ont mis, vu l'attente autour de Russell Wilson, en dessous d'un divisional round, je pense que c'est un échec, tu vois. Ouais, oui, c'est tôt, mais on sait que maintenant, ça va très vite en NFL. Donc, en effet, la grande interrogation pour moi, elle est presque pas tant du côté de l'attaque que du côté de la défense, parce qu'en fait, ils étaient 3e sur les points encaissés, 8e sur les yards l'an dernier. Et c'est Vic Fangio qui menait ça et ils ont changé de coach. Parce que tu disais, il y a plus de pression sur le coaching staff, mais c'est des tout nouveaux coachs. C'est Nathaniel Hackett qui a pris la main. Vu le cadeau qu'on lui fait, il a un petit peu de pression. Voilà, lui, en effet, il a de la pression offensivement. Mais du coup, c'est Ejiro Evero, le coordinateur défensif. Lui, il aura une pression quand même de maintenir le niveau. Je pense que s'ils veulent vraiment viser des playoffs solides, surtout dans une division qui est très costaud avec les Chargers, les Raiders dont on a parlé, et puis les Chiefs qui sont toujours là, waouh, ça va être costaud. Donc voilà, petite pression sur lui. Encore une fois, on va pas revenir en long, en large et en travers sur l'attaque parce que Wilson, on parlait de groupe de receveurs. Tiens, restons avec comparaison. Courtland Sutton, Tim Patrick, Jerry Jeudy, Kendall Hinton, c'est jeune dans la force de la... Ouais, Tyden, c'est pas fou. Hein. Là, le 1, c'est Albert. Mais Russell... pardon. Ouais, pardon. Russell Wilson a passé une bonne partie de sa carrière sans avoir de Tyden dominant. C'est vrai. C'est pas, tu vois, ça a jamais été une partie de son jeu. Alors après, c'est parce que Seattle faisait aussi en partie ce choix, mais bon, il a jamais eu de, sans aller jusqu'à un Gronkowski, mais voilà, l'attaque de Seattle, il a quand même appris beaucoup à évoluer sans Tyden. Ou sans grand tight end dominant, donc je me dis bon, c'est peut-être pas non plus le pire. Hein, Mais donc du coup, le groupe de receveurs, mine de rien, est-ce que c'est supérieur à Seattle? Parce que c'est très différent, voilà. Pour moi, c'est pas supérieur. C'est beaucoup moins talentueux quand même sur les deux premiers, c'est peut-être un peu plus profond. C'est pas supérieur, par contre c'est plus jeune aussi, donc tu peux espérer que Jerry Jeudy et Courtland Sutton, par leur jeunesse, passent un palier grâce à Russell Wilson, hein, tu peux quand même espérer ça. Mais pour le moment, non, sur le papier, je préfère Tyler Lockett, Metcalf que Sutton Jeudy. Après, on parlait de le fait la poule avec Adams et Rodgers. Qui sait si justement Wilson bonifiait pas des Lockett et des joueurs comme ça, et qu'avec Jeudy, Patrick et Sutton qui se débrouillaient quand même déjà pas mal avec des Drew Lock, comme tu disais, ils peuvent passer un niveau.
Après, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de la défense. Moi, si je les vois vraiment gagnants, c'est que sur les 2 dernières saisons, on va dire, en dehors de celle de l'an dernier où Wilson se blesse, mais sur les 2-3 dernières saisons, la défense à Seattle était globalement mauvaise. Et pourtant, les Seahawks, c'est 9-10 victoires chaque saison. Donc, je me dis que là, même si la défense de Denver baisse un peu de régime et sort d'un top 5, top 10, bon, bah, Russell Wilson a montré qu'avec son talent, ça t'assurait 10 victoires avec une mauvaise défense. Donc, je me dis, avec une défense moyenne, bah, tu peux peut-être aller à 11, 12. La signature, la resignature, enfin non pas la signature tout court, pardon, de Randy Gregory, elle change quelque chose fondamentalement pour toi? J'ai vraiment du mal à être convaincu par ça, c'est pour ça que je te demande. Ça dépend le taux de THC dans le sang avant chaque match, parce que bon, quand même, Gregory dans le Colorado, c'est audacieux. C'est audacieux. Je ne sais pas si j'aurais fait ce pari-là, mais écoute, s'il arrive à se contrôler, il a du talent hein, quand même. Donc, c'est sûr que le combo joueur à multiples suspensions pour consommation de cannabis dans un état où le cannabis est légal alors que la NFL continue de trouver ça illégal. Ouais, ça paraît risqué. Surtout qu'il a déjà fait de la suspension, donc je pense que la prochaine, c'est beaucoup de matchs à mon avis. La prochaine, elle risque d'être costaud. Bon, après l'an dernier, il s'était tenu à carreau. Hein. L'an dernier, c'est les blessures qu'il avait. Peut-être qu'il est passé maintenant, il est passé un autre cap, hein, tu vois. On va pas non plus. Bon, et puis ils sont contrôlés qu'une fois par an, si tu veux. Il suffit d'attendre la date du contrôle. Après, c'est open bar. Donc, il a plus qu'à espérer que ce soit en septembre. Et puis après, il fait sa saison. Bon, en tout cas, parmi les vainqueurs, évidemment, grâce à Russell Wilson. Et puis, mine de rien, ils ne sont pas particulièrement affaiblis au niveau des départs. Non, ils ne perdent pas de. Donc voilà, ce sera quand même une des équipes à suivre. On reste en AFC West avec les Chargers. On a déjà aussi un peu parlé d'eux dans l'émission précédente parce qu'ils ont dégainé très vite. Ils avaient signé notamment J.C. Jackson pour un des plus gros contrats défensifs de la free agency. Khalil Mack est arrivé dans un échange. Sébastien Joseph Day rajoute à la ligne. Raphaël, les Chargers, on les met parmi les vainqueurs, notamment parce que c'est une très belle free agency défensive. On rappelle, ils rajoutent ça à Joey Bosa, à Derwin James. Ça fait une très belle free agency défensive. On ne peut pas ne pas les mettre dans les vainqueurs. Ouais, et puis c'était ce qui était attendu du côté de Los Angeles parce que l'attaque depuis la draft de Herbert globalement fonctionne, je veux dire, avec Mike Williams, Keenan Allen, Austin Eckler en gadget. Ça marche très bien. Tu peux améliorer la ligne offensive, mais elle n'est pas non plus catastrophique au point que c'était un chantier comme à Cincinnati, j'ai envie de dire. Donc, on attendait qu'ils améliorent la défense et sur le papier, ils l'améliorent parce qu'ils font venir le cornerback le plus attendu de la free agency. Ils font venir un des meilleurs défenseurs contre la course qui est Joseph Day et puis ils rajoutent Khalil Mack qui est peut-être plus tout à fait dans son prime, mais enfin bon, je trouve que ça marche encore très bien et je me demande à quel point la situation aussi à Chicago n'était pas un peu démotivante. Là, je me dis dans une équipe qui a de la hype, tout ça, où il va être à l'opposé de Joey Bosa. Enfin voilà, moi je pense que ça va performer. Donc sur le papier, tu peux pas ne pas les mettre gagnants de la free agency. Alors après, est-ce qu'ils vont transformer l'essai et tout ça, ça est une autre question, mais sur le papier, quand tu vois ça, tu dis bon bah ok, et maintenant tu prends la draft et finalement presque à la draft tu choisis ce que tu préfères, peu importe le poste, j'ai envie de dire. Ouais, tu blindes un peu la ligne offensive quand même quoi. Oui, mais tu vois, pour moi, tu blindes la ligne offensive si vraiment au moment où c'est ton choix, le mec sur la ligne offensive te plaît. Pour moi, c'est pas la peine de tenter un pari si t'es pas sûr du profil. Tu vois, je pense que tu peux te permettre d'aller chercher, enfin, tu peux te permettre de pas monter dans la draft pour aller chercher un tackle à tout prix. Je pense que tu as cette marge-là quand même. Et puis après, quand on voit maintenant les arsenaux qu'il y a, on parlait des groupes de receveurs, des Raiders, des Dolphins, etc. Comme tu disais, s'il y a un receveur qui te plaît à la draft, même très haut, tu rajoutes un talent à côté d'Allen et Williams, c'est pas très grave. Hein. Tu peux y aller parce que c'est le seul truc que j'allais te demander. Est-ce qu'ils en ont fait assez en attaque ou alors est-ce qu'on dit il reste la draft parce qu'ils re-signent Mike Williams, ce qui était le plus important offensivement. Mais voilà, derrière Mike Williams, tu peux en effet rajouter un troisième receveur éventuellement parce que Jalen Guyton, même au poste de tight end, Gerald Everett, tout ça, c'est pas des trucs incroyables. C'est sûr. Tu peux encore rajouter des cibles quand même. Je pense que ils ont fait ce qu'il fallait dans le sens où ils ont eu l'air de se dire que c'était la défense qu'il fallait faire. Voilà. Et si du coup la free agency, elle est un peu, si cette intersaison elle est en deux temps avec la défense à la free agency et l'attaque et des joueurs un peu plus de long terme à la draft, il faudra le jauger aussi comme ça, tu vois. Mais sur le papier,
de toute manière, quand tu regardes, il n'y avait pas non plus de. Ils ont notamment un besoin sur le poste de tackle droit. À la free agency, tu n'avais pas un tackle droit particulièrement qui ressortait au point de te jeter dessus. Tu vois, je trouve aussi qu'ils ont fait. Ils ont regardé les besoins, ils ont pris ce qu'il y avait le meilleur sur la free agency pour répondre à leurs besoins. Et ils se sont dit, le poste de tackle droit, il n'y a pas forcément quelqu'un qui correspond. Moi, je comprends. Et comme tu dis, des receveurs au 2e, 3e tour pour compléter en numéro 3 pendant une année ou deux, ça se trouve. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. On passe à la catégorie des très gros, des gros qui s'enrichissent. Voilà, les riches deviennent plus riches. Et on passe aux Rams, champions en titre. Ils sont pas champions de la free agency, mais pas loin. Matthew Stafford est prolongé, Allen Robinson et Bobby Wagner arrivent. John Odboom est prolongé, Brian Allen pareil. C'est des gagnants parce qu'ils ressortent meilleurs ou parce que ça aurait pu être bien pire. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Ils sont meilleurs suivant ce que va donner Wagner et Robinson. Pour moi, c'est vraiment Robinson qui sort d'une blessure et Wagner qui est un peu dans 33 ans, si je ne dis pas de bêtises maintenant. Tu remplaces en fait Robert Woods qui sort d'une blessure par Allen Robinson qui sort d'une blessure. Voilà, c'est ça. Sur le potentiel, je pense même que Robinson a plus de potentiel que Woods en termes de talent. Donc, j'ai envie de croire que s'il revient bien de sa blessure, tu t'améliores à ce niveau-là. Après, Wagner, il vient remplacer un trou. Hein. Je veux dire, dans middle linebacker du côté des Rams, il n'y avait pas grand monde. Donc, pour moi, en fait, je ne suis pas sûr qu'il s'améliore, mais je trouve qu'en tout cas, ils se sont pas... L'effectif, c'est pas forcément appauvri, ce qui est pas facile quand tu es champion au titre de ne pas t'appauvrir en termes d'effectif, parce que souvent, ça veut dire que tu es à la limite du salary cap, que tu es à la limite en termes d'assets. Donc, tu as toujours un peu de mal à rester continu, on va dire, quand tu es champion au titre. Donc, bon, moi j'ai envie d'y croire, donc je pense qu'ils se sont améliorés, mais en tout cas, je pense pas qu'ils aient perdu grand-chose. J'étais en train de regarder Allen Robinson, en fait il avait une douleur aux ischio mais il n'a pas une grosse blessure particulièrement, hein. Il a surtout fait une saison un peu oui, à 500 et quelques yards, un peu en dents de scie, ouais. Mais avec des douleurs aux ischio qui le privaient d'entraînement et des choses comme ça. Après on en revient à ce qu'on disait pour Khalil Mack, l'ambiance à Chicago l'an dernier c'était quand même assez particulier. D'ailleurs pour faire l'autre parallèle avec Khalil Mack, on avait Khalil Mack qui rejoint les Chargers pour affronter son ancienne équipe, les Raiders, du coup, dans la division. Là, on a Bobby Wagner qui va affronter les Seahawks dans la même division. Hein. Donc, les rivalités au niveau des transferts. Après, sur Bobby Wagner, je ne sais pas à quel point il va apporter autant de qualité qu'il n'en apportait à Seattle, mais en termes de leadership, d'intelligence de jeu, quand on voit ce qu'avaient au poste de linebacker les Rams, pour moi, ça peut que fitter et c'est quand même un sacré ajout. Je pense que franchement, c'est. Ils ont quand même eu des linebackers très moyens qui se sont succédés. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient bien mis en valeur de temps en temps par les coordinateurs, etc. Mais ouais, c'était compliqué. Là, il est évidemment pas dans les meilleures années de sa carrière, mais ça reste un joueur hyper solide. Quand même. Donc, oui, puis on a eu la bonne surprise avec Von Miller que certains pensaient un peu fini l'an dernier et qui finit très bien parce qu'il est dans un système, dans une équipe, voilà. Et si Bobby Wagner donne alors pas sur les mêmes qualités, mais arrive à faire une saison comme ce qu'a fait Miller aux Rams, je pense qu'ils en sortent renforcés. Hein. Est-ce qu'on s'est enflammé à les mettre dans les vainqueurs, sachant qu'ils ont quand même perdu Von Miller, dont tu parlais, Joseph Day sur la ligne, Andrew Whitworth sur la ligne offensive, mine de rien, c'est des gros noms quand même. Ils perdent leur cornerback numéro 2 aussi, Darius Williams. Aussi. Un cornerback numéro 2 dans la NFL actuelle, il en faut, parce que vu comment ça arrose et vu comment ça va arroser là dans la division, bon, c'est quand même bien d'avoir des joueurs dans le backfield. Donc, non, mais je pense que là, ça va vraiment être une question de système et de comment le système arrive à faire avec, parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de choix à la draft. Donc, va falloir, les quelques choix qu'il y a, va falloir les utiliser intelligemment pour tout de suite trouver des joueurs capables d'apporter, en fait. Bon. Après, ils draftent plutôt bien. Même avec le peu de choix qu'ils ont. Les Noteboom, les Van Jefferson, il y a pas mal de mecs quand même qui ont des rôles qui ne sont pas des superstars, mais ils ont trouvé quand même des mecs avec des rôles, donc ça peut être intéressant. Moi, je te le dis, de toute façon, les vainqueurs pour moi de Free Agency, c'est vraiment selon ton objectif de Free Agency, c'est pas forcément faire les meilleures signatures. Et là, leur objectif pour moi, c'était de pas s'affaiblir. Ils sont champions en titre, c'est toujours dur de garder tout le monde. Ils sont pas affaiblis notoirement. J'ai pas l'impression que... Von Miller, Joseph Day, quand tu as Aaron Donald et Jalen Ramsey, t'habilles autour d'eux.
Ouais, c'est ça. Et avec Bobby Wagner, et voilà, tu vas trouver des solutions. Andrew Whitworth, bon, faudra voir si notre boom est prêt ça, c'est peut-être la plus... Ouais, c'est vraiment la plus problématique éventuellement. Les Bengals, on reste avec les équipes qui étaient au Super Bowl. Le but, c'était de protéger Joe Burrow. Vous voyez, on parlait d'objectifs. Et ben, ils font venir Alex Capa, Ted Karras, Lael Collins. Voilà, ça s'appelle aller droit au but, contrat rempli, Raphaël. Oui, contrat rempli. Alors, moi, je serais un peu moins dithyrambique dans le sens que je pense que c'est beaucoup de la rustine, ça. Pour moi, Ted Karras, Alex Capa, c'est des joueurs corrects dans la ligue, des titulaires potentiels sur une ligne en difficulté, mais c'est pas des mecs qui vont faire passer ta ligne offensive dans le top 10 des lignes offensives ou dans le top 5, tu vois. C'est pas des joueurs de ce calibre-là. Ils vont pas former la ligne qu'à une époque Dallas a pu avoir, que des équipes. Enfin, donc je les vois un peu comme des rustines sur une ligne offensive qui était très mauvaise, et tu mets ces mecs-là et du coup ça va la rendre moyenne. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal de passer de très mauvais à moyen. Quand on voit ce que Cincinnati a fait avec une très mauvaise ligne, on peut se dire que juste moyen, ça suffit à retourner au Super Bowl potentiellement et à reposer beaucoup de difficultés à tout le monde. Donc voilà, donc l'objectif est en partie rempli parce que tu améliores la ligne offensive. Mais encore une fois, je ne serais pas étonné qu'à la draft, les Bengals aillent chercher des jeunes joueurs sur la ligne offensive, des jeunes talents pour que, OK, cette année, on a ces mecs-là pour 1 ou 2 ans, mais derrière, on a tout de suite des joueurs qui vont apporter plus sur le long terme à Burrow, tu vois. Moi, c'est presque l'arrivée de Collins qui m'ambiance plus parce que quand il est en forme, à la limite, c'est vraiment un tackle très solide. Oui. Et puis en plus, de l'autre côté, Williams, Carman, c'est jeune. Tu peux te dire qu'ils vont bénéficier de Karras et de Capa et de l'expérience. Et comme tu disais, si tu redraftes jeune en plus, ça peut continuer à progresser. Pour moi, faut coupler ces ajouts-là, notamment sur le centre. Faut vraiment coupler ça avec des choix à la draft qui permettront de se dire, OK, l'an prochain, limite, Karras et Capa, je les mets sur le banc et c'est des joueurs de rotation parce que j'ai des jeunes joueurs talentueux qui ont appris pendant 1 an et qui les remplacent. Et comme tu dis, Collins, quand il n'est pas blessé, c'est dans le top 10 à son poste de tackle droit, donc ce qui est déjà énorme, hein, parce qu'on a vu que le tackle droit l'an dernier, c'est quand même ce qui a coûté la victoire potentiellement aux Bengals. Donc, Et puis, on reparlait des objectifs, c'était la ligne. Et puis, en fait, là, ils vont continuer sur leur progression. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà au Super Bowl. Alors forcément, ça semble énorme. Mais c'est quand même une équipe jeune et en progrès. Et pour moi, voilà, ils font venir des joueurs d'expérience qui vont cadrer les jeunes. Et le but, c'est ça, c'est de garder cette dynamique, de continuer à progresser. Et là-dessus, ils sont plutôt pas mal partis. On termine avec une équipe dont on aurait pu parler beaucoup plus tôt. Alors, on ne vous l'a pas dit, on ne les a pas mis dans un ordre. Hein. Ce n'est pas un classement là, qu'on a fait. On a articulé notamment selon les divisions, etc. pour avoir des enchaînements cohérents. Mais on aurait presque pu commencer avec cette équipe, je trouve, parce que les Bills, au rayon des riches qui deviennent plus riches, on a quand même un super exemple. Est-ce qu'ils avaient besoin, Raphaël, de Von Miller, Jordan Phillips en défense et Jamison Crowder en attaque? Toujours besoin. Moi, je pense qu'on le voit hein, année après année. Je ne vais pas dire que c'est l'équipe qui a le moins de blessés qui gagne le Super Bowl, mais malgré tout, on se rend compte que la capacité à garder un effectif avec du talent et de la profondeur, ça t'aide quand même. Parce que tu vois, si je pense aux Rams de l'an dernier, en dehors de Robert Woods qui se blesse, il n'y a pas de joueur très important qui connaît une grosse blessure. Donc, quant à ces blessures-là, il faut être capable de pallier à ces manques. Et je trouve que là, du coup, notamment Von Miller, Jamison Crowder, ça va être des joueurs de rotation qui vont participer au match, qui ne seront pas forcément titulaires, mais qui vont apporter cette rotation. Et si jamais il y a des blessures sur les titulaires, ils vont être capables d'assumer ces rôles-là. Et je trouve, et en plus, c'est des joueurs d'expérience. Von Miller, on ne parle même plus de son talent parce qu'il l'a suffisamment prouvé pour que voilà. Donc non, pour moi, c'est encore une très belle free agency des Bills comme depuis 3-4 ans maintenant. Ça construit très bien, ça continue pièce par pièce à s'améliorer. Et là, de toute manière, il n'y a plus que le Super Bowl comme objectif. En fait, je posais cette question, j'aurais pu formuler autrement. Est-ce qu'ils ont l'effectif le plus blindé de la NFL? Franchement, moi, quand on voit en plus ce qui est arrivé à Kansas City, qui était leur challenger en playoff, je suis pas loin de penser que... Ouais, écoute, attends, je me mets sous les yeux leur def chart, estimé. Tu peux rajouter peut-être un defensive tackle, hein, mais... Ouais. Non, mais effectivement, à part... Ouais, si t'es vraiment, voilà. Si t'es Tatillon, je reste pas un très grand fan du côté droit de leur ligne offensive. Roger Saffold et Spencer Brown, je me dis que tu peux améliorer, mais bon, ça reste des titulaires corrects.
Mais c'est vrai qu'après, c'est blindé. La ligne défensive, elle est quand même. Ouais. C'est ça, moi, tu vois, je pinaillais. C'est parce que c'est pas des stars, mais non. ça joue quand même. Hein, Ouais, ça joue. Non, ils ont un des effectifs les plus profonds, clairement. Et là, ils sont vraiment dans une position de roi à la draft où ils peuvent choisir juste le meilleur joueur qui se pointe à leur tour, voire même descendre, permettre à une équipe de remonter au premier tour, eux descendre, accumuler des choix au deuxième tour. Non, position de roi, clairement. Et puis, pendant un moment, il y avait la rumeur Gronkowski, donc je ne sais pas s'ils vont réussir à la matérialiser, mais après avec le retour de Brady, ça me semble j'y crois un peu moins maintenant. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait venir O.J. Howard en plus, donc non. Oui, en plus, renforcer. Mais c'est impressionnant. Moi, je pense que sur l'effectif, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux en NFL. Hein. C'est vraiment. Oui, non, je te rejoins. Je suis d'accord. Je suis pas sûr. Tu vois, si la saison elle commence demain, pour moi, c'est favori. Hein. C'est pas les plus glamour, tu vois, dans la free agency, on n'en a pas. J'ai pas l'impression qu'on ait tant parlé que ça. Non. Mais ça ressemble pour moi à un favori de la saison prochaine parce que le Miller. En plus, Miller, il est dans une position idéale, c'est-à-dire que il y a plein de monde autour pour l'aider. C'était quand même déjà la défense qui était première sur les points et première sur les points et les yards, pardon. L'an dernier, ils étaient premiers dans les deux secteurs en défense. Donc tu rajoutes Von Miller, le mec, il va pouvoir se gérer pendant la saison régulière. Il va pouvoir venir casser des briques en play-off s'il ne s'est pas blessé. Jamison Crowder, je pense que ça s'est vu que j'aime bien ce joueur depuis quelques années. Ça remplace Cole Beasley. Ça va être très bien. Il va être dans des positions idéales. Waouh, ça me semble hyper fort, quoi. Ça me semble hyper fort. Et voilà, je fais une petite passerelle, mais d'autant que Kansas City n'a pas vécu une intersaison aussi sereine. C'est vrai. Parce que voilà, on en revient à ce duel incroyable en play-off. Si tu regardes les destinées des deux équipes, l'intersaison a quand même été plus semble pencher d'un côté plus que de l'autre. Je suis d'accord. Donc ça va être une des belles intrigues de la saison à venir. Voilà pour les vainqueurs de cette free agency. C'était le thème de cette émission. Je vous l'ai dit, on parlera des perdants pendant l'émission de la semaine prochaine. Bon, vous avez déjà deviné un petit peu. On a fait quelques passerelles puisqu'il y avait des échanges. Donc on sait qui a profité des fois des échanges selon ce qu'on a dit. Après, faut se méfier. Je vais peut-être réécouter, une émission preview avant celle de la semaine prochaine, voir ce qu'on disait sur les signatures des free agents de l'année dernière. Peut-être qu'on s'était un peu, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de ça. Voilà, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour parler des perdants. En attendant, n'oubliez pas, les émissions draft, ça sort tous les jours avec Victor, Greg, Jean-Michel et toute l'équipe de la draft. C'était l'épisode numéro 495 que vous venez d'écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee: Armchair QB 40, Rouquinho, Arnaud Doucet, Yves 215. J'espère que je l'ai bien écrit, ou est-ce que c'est Yves? Je ne sais pas. Mais merci à tout le monde. Des nouveaux sous-verts sont arrivés spécialement pour la draft sur le Tipeee de TDA. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Du côté des réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @AlainMattei. Pour moi-même, n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi à tous les autres podcasts de la TDA Family, mais je sais pas, je dois pas le dire pendant l'émission parce qu'on a enregistré un petit message qui passe en post-roll après, donc ça va faire un doublon, mais bon, bref. Écoutez Micro-ondes et écoutez Occupation, c'est deux podcasts de la TDA Family. Si vous aimez bien Top Chef et les reportages, et si vous aimez les reportages et la cuisine, il y a un reportage sur un restaurateur dans Occupation. Donc là, vous avez la totale. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. À très vite. Toute l'actu de la NFL, on vous rappelle, c'est sur tdactu.com. À très bientôt. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. Vous cherchez une batterie pour votre voiture ancienne? Un feu arrière pour votre voiture familiale? Ou des plaquettes de frein pour votre citadine? Quel que soit votre véhicule, trouvez la bonne pièce au bon prix sur eBay.fr.
Bonjour à vous qui m'écoutez, je suis Alix d'Acast et je me dis peut-être que vous souhaitez lancer votre propre podcast ou que vous en avez déjà un. Chez Acast, on met à disposition tout ce dont vous avez besoin pour vraiment vous faciliter la vie et tout ça sur une plateforme. Avec Acast, vous pouvez développer votre podcast rapidement. Faites-vous entendre jusqu'au bout du monde et accédez aux meilleurs outils pour tout connaître de votre audience. Avec Acast, vous pouvez aussi générer des revenus grâce aux publicités et aux partenariats, mais aussi aux offres d'abonnement qui permettent d'offrir du contenu exclusif à vos abonnés. Et tout ça, toujours sous vos propres conditions. Avec Acast, vous allez pouvoir diffuser largement votre podcast en un seul clic. Que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, votre podcast sera accessible partout et tout le temps. On compte aujourd'hui plus de 40 000 créateuristes de podcasts. Alors rejoignez-nous sur le site acast.com et utilisez le code BONJOUR pour bénéficier de 3 mois gratuits sur notre offre influenceur. On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Média, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les 2 semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby. Barbiers, marathoniens, développeurs, restaurateurs et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe, un mercredi sur 2, sur toutes les plateformes de podcast habituelles.